L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation, Mohamed Kamara, conducteur technique, Ibrahima Das Silla, cadrage Fodé Kamara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité. Le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Pacifica FM à Zérekoré, en modulation de fréquence sur la 96.6 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes jeudi 7 juin 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, nous allons revenir un peu sur ce décret publié hier dans le journal télévisé de la RTG. Le président Alpha Condé qui a rappelé auprès de lui quatre ministres sortants du gouvernement sortant. Il s'agit de Damanta Albert Kamara, qui devient ministre conseiller à la présidence. Aïssatou Baldé, ex-ministre de l'Environnement, devenu également ministre conseillère. Rachid Ndiaye, ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État. Il était ancien ministre de la Communication. Et Abdourahmane Diallo, jusque-là, tout récemment, ministre de la Santé, qui devient également conseiller ministre conseiller à la présidence. Comment les experts analysent ce recyclage, vous les entendrez dans cette émission. Deuxième sujet, nous allons parler de cette conférence de presse. Le collectif des avocats des victimes du 28 septembre était hier face à la presse. En toile de fond, expliquer l'évolution de ce dossier et ce qui est comme nouveauté, on parle de réqualification des crimes. Au lieu que ce soit des crimes contre l'humanité, comme l'ont déclaré beaucoup d'organisations de défense des droits humains. En Guinée, on parle maintenant des crimes ordinaires. Quelle est la réaction? Quels commentaires font les experts de cette nouvelle donne? Il faut rappeler que le collectif exige également la comparution du capitaine Moussa Dadis Kamara et Sekouba et Konaté. Les experts vont donner leur avis dans cette émission. Voici le menu. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Bonjour Koulouba Kouivogui. Bonjour à tous. Bonjour Abakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer et bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Nous ouvrons cette émission par des excuses à l'endroit de nos auditeurs, mais également de nos internautes qui nous pratiquent. Il était annoncé comme notre invité parcours ce matin, M. Paul Moussa Diawara, président du parti Mouvement des Patriotes pour le Développement, également directeur général de l'OGP. Finalement, il a décliné l'invitation sans un appel. Son téléphone sonne ce matin sans réponse. Nous nous excusons auprès des auditeurs. En tout cas, monsieur le directeur, ce n'est pas un bon comportement pour un leader politique de votre trame. Merci. Ce n'est que alors partie remise. Nous reviendrons avec d'autres invités demain dans nos éditions de Comprendre l'actualité. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est ce décret pris encore hier par le président Alpha Condé. 4 ministres du gouvernement sortant, Amadou Makissa Diallo, qui ont été rappelés à la présidence cette fois-ci. Je rappelle Damanta Albert Kamara, Aïssatou Baldé, Abdourahmane Diallo et Rachid Ndiaye, qui reviennent auprès du président Alpha Condé comme ministre conseiller. Oui, je pense que ça ne surprend presque pas l'opinion, parce qu'il se souviendra, on a toujours dit autour de cette table qu'il y a toujours un gouvernement bis ici, depuis qu'il est Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010, il y a toujours un gouvernement bis, c'est-à-dire les ministres qui composent le gouvernement
officiels, le gouvernement que tout le monde connaît, à partir du Premier ministre jusqu'au dernier, et autour du président de la République, il semble que c'est comme une sorte de gouvernement aussi. Il a trop de conseils. C'est vrai, le décret a précisé hier que des postes seront, disons, les tâches de ces ministres seront... Leurs attributions seront ultérieurement définies, mais il faut tout de suite dire qu'il y a trop vraiment de ministres, comme un parc automobile. Dès qu'un ministre vraiment est limogé, il est parachuté. Eux-mêmes, ils s'attendaient à cela. Hein. Ça ne surprend personne. Eux-mêmes, ils s'attendaient à cela. Le cas d'Amantam, par exemple, Rachin Ndiaye, moi, personne ne me disait que Alpha Condé pouvait laisser les deux, disons, partir comme ça, sans vraiment leur faire appel. Mais pour quelle promotion? D'autant que ce n'est pas une première, vous-même vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de ministres conseillers à la présidence, mais pour quel travail? Bon, justement, s'il avait confiance à ces personnes, pourquoi les faire? Il les aurait laissés à leur place et ils allaient continuer. Surtout que, je ne dis pas à tout le monde, mais Dame Assiatou Baldé et le docteur Abdraman Diallo, je pense que les Guinéens sont unanimes à reconnaître que ces deux personnalités du gouvernement sortant, franchement, mouillé le malo, on ne peut pas les accuser comme quoi c'était des gens qui étaient assis dans les bureaux. On les voyait sur le terrain et au charbon. Chaque fois ils sortaient, et le ministre à l'intérieur du pays, rarement Abdraman Diallo restait au bureau. Dame Assiatou Baldé aussi était tout le temps sur le terrain. Peut-être le cas Damanta même, je crois c'est le porte-parole du gouvernement. Tout le monde sait que le monsieur, franchement, de toutes les façons, il portait la voix du gouvernement, et il le faisait vraiment, je ne dis pas avec beaucoup de zèle, et cela aussi fait partie, mais il le faisait avec beaucoup de brio, beaucoup de professionnalisme. Donc, que ces deux-là, que ce groupe-là encore revienne à Sécurité, ce n'est pas une surprise. Et il y a un parc là-bas où on reçoit tout le monde pour ne pas frustrer les gens. Je ne sais pas ce que le président va faire de ces... Parce que c'est ça aussi le point d'interrogation. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire de ce gouvernement bis qui est autour de lui? Tout cela, c'est le commentaire des journalistes. Il n'y a pas un gouvernement bis. Bon, d'accord. Voilà, nous analysons comme ça, comme étant un gouvernement bis. Est-ce que entre cette kyrielle de conseillers autour du président de la République et les ministres officiels qui sont dans le gouvernement Kassouri, qu'est-ce qui a la voix au chapitre? On ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement de Kassouri Fofana. Merci. Donc tous ceux-ci sont des conseillers, mais alors le président ne doit vraiment pas se tromper alors. Voilà, alors Aboubacar Condé, c'est vrai, aujourd'hui on s'interroge même sur le nombre de conseillers, ministres conseillers à la présidence autour d'Alpha Condé, parce que le secret, quand vous quittez le gouvernement, vous gardez le silence, tout de suite vous êtes après rappelé. Mais à quelle fin le président peut se faire entourer par ses anciens ministres encore? Mais écoutez, il a besoin de leur expertise et il a besoin de leur expérience. Moi, je ne vois aucun mal que c'est... Mais s'ils ont de l'expertise quand même à répondre, pourquoi c'était pas mieux qu'ils restent en action? On estime qu'ils ne sont pas les seuls. On estime qu'ils ont déjà prouvé ce qu'ils sont capables. Ils ont, c'est vrai, de l'expérience, ils ont de l'énergie. Donc, si on veut faire venir toute personne, c'est normal. Le président, maintenant, peut-être c'est pour vous dire que s'ils sont partis du gouvernement, c'est pas parce que le président n'en voulait plus d'eux. Ils sont partis parce qu'on voulait encore essayer d'autres Guinéens qui ont aussi de l'expertise à revendre à la population guinéenne ou de l'expertise à mettre au service du développement national. Donc, qu'ils soient maintenant, bon, là, on s'attendait tous que certains d'entre eux vont se retrouver encore à la présidence auprès du chef de l'État pour encore apporter, parce que, heureusement qu'ils auront des feuilles de route pour savoir un peu qu'est-ce qu'il va revenir comme activité, comme travail à faire. Ils seront là pour conseiller le chef de l'État sur des questions spécifiques, sur des questions qui sont en rapport avec leur domaine de compétences ou les domaines dans lesquels ils ont eu à exceller. Donc, je pense que c'est pas un mal, mais ce qui est peut-être mauvais, à mon avis, c'est de faire des ministres. Parce que quand ils sont des ministres, ils risquent d'avoir les mêmes privilèges que les ministres qui sont dans le gouvernement de Kassouri Fofana. Donc, ça serait encore qu'on les appelle simplement des conseillers. Un conseiller ne peut pas avoir les mêmes charges, les mêmes, si vous voulez, les mêmes prises en charge qu'un ministre.
Maintenant, quand ils sont appelés ministres conseillers, excuse-moi, il y a même un ministre d'État. Donc, Racine Ndiaye prend le titre de ministre d'État. Ça, c'est un nom, c'est du folklore. C'est du folklore parce qu'on sait qu'ils n'auront pas les mêmes privilèges en termes de bureau. Parce que quand vous parlez un certain ministre, par exemple, quand vous voulez le bureau qu'on va accorder à Damanta, c'est incomparable à celui-là qui est aujourd'hui accordé à Lassana Komara. Ce n'est pas le même, même confort. Ce n'est pas le même confort et ce n'est pas. Mais après tout de même, c'est les dépenses. Oui, c'est les dépenses. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis, le fait de faire d'eux des ministres, c'est encore une autre sortie d'argent, une autre hémorragie qu'on essaie de planifier au niveau de la présidence. Ça veut dire que pour la prochaine session des lois, en tout cas, on risque encore d'augmenter. Heureusement que ça a été augmenté pour la dernière session de loi là. Donc, on risque encore de maximiser davantage le budget de la présidence. Et ça, ce n'est pas bien. Je pense qu'il fallait avoir en tête comme on est en train de faire vivre aux citoyens, c'est-à-dire attacher, serrer la ceinture. Ça doit être le même comportement, le même sport pour les ministres, pour le gouvernement, faire en sorte qu'on puisse avoir des simples conseillers, mais des ministres conseillers, c'est encore d'autres charges supplémentaires pour le pouvoir en place et ce sera aux grandes dames des populations. Est-ce que Koulouba, vous avez la même analyse que Condé par rapport à ces ministres, ces nouveaux ministres conseillers à la présidence? Il n'y a rien de mal en soi. On a besoin de leur expertise. Non, c'est inutile en réalité. Je crois que c'est un magasin de pièces de rechange et quand on a besoin de les autres pièces qu'on a utilisées sont parfois verrouillées ou alors sont rouillées des fois on échange carrément de changer. Mais le hic, c'est qu'on augmente le nombre de conseillers à la présidence pratiquement pour doubler les postes. Quand on dit que Racine Ndiaye devient le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait de Thibou Kamara, qui est également ministre conseiller, qui est d'abord ministre de petites et moyennes entreprises. Il a gardé son titre de ministre conseiller personnel du chef de l'État. 2 conseillers personnels pour conseiller le président en matière de quoi? Vous pouvez en avoir beaucoup, hein. Ça dépend maintenant des domaines d'intervention des uns et des autres. C'est de l'inutile en réalité, quoi. Bon, franchement, moi, des fois, je trouve pas d'intérêt à parler de certaines actions du président Alpha Condé. En réalité, ça n'a pas de sens, quoi. En fait, on analyse le sujet pour l'amener parfois à changer, pour améliorer sa prestation, mais du jour au lendemain, il devient sa gestion devient de plus en plus médiocre et puis on se perd carrément. C'est comme s'il n'avait pas les oreilles pour écouter les Guinéens. Bon, d'ailleurs, tout cela se consolide par rapport à sa déclaration quand il dit par exemple qu'il n'écoute pas la radio, il ne regarde pas la télé. Bon, écoutez, comment voulez-vous orienter des gens, ou plutôt amener un monsieur qui n'écoute pas, qui ne regarde pas la télé, qui ne suit pas les informations, même si j'estime qu'il se contredit parfois, parce qu'il y a eu des actions pour lesquelles, il y a eu des faits pour lesquels il a suivi les radios, il a appelé certaines personnes qui étaient impliquées dans des dossiers où parfois lui-même on le citait. Bon, en réalité, le retour de certaines de ces personnalités, comme d'autres l'ont déjà dit avant moi, ça ne surprend guère, mais en réalité, la formulation, le retour, quand on parle d'Aïssatou va conseiller le président en matière de quoi? En réalité, c'est pour contenter certaines personnes, pour continuer à leur donner le carburant, pour éviter l'argent qu'ils ont déjà encaissé quand ils étaient ministres, pour éviter qu'ils les dépensent suffisamment, ou alors s'ils en manquent déjà, il faut les trouver un créneau pour pouvoir, comme je le disais tantôt, trouver le carburant, fonctionner normalement, et toutes les fois qu'on a peut-être besoin, quand il y a une manifestation quelque part, et bon, allez-y ici, allez-y déposer tel courrier, c'est un peu ça en réalité. Donc, pratiquement ça ne veut rien dire. C'est juste un garage, c'est juste un magasin ou de pièces de rechange. Vous ne serez jamais étonné aujourd'hui si les autres ministres revenaient à la présidence? Non, il n'y a pas d'étonnant. En réalité, ce qui pourrait nous étonner aujourd'hui, c'est si le président dressait le nombre de ses conseillers depuis qu'il est arrivé en 2010 et qu'il décide de renvoyer certains de ses conseillers à la présidence, comme il le fait au gouvernement. Ce serait ça le fait pour moi, la nouveauté. Mais quand le président décide de renvoyer, plutôt de prendre un décret pour nommer certains de ses anciens ministres conseillers à la présidence, ce n'est pas une nouvelle et ce n'est pas une information. En réalité, c'est un fait qui n'a pas d'intérêt public. Dire aujourd'hui aux Guinéens que le président a des conseillers
a nommé certains de ses ministres conseillers à la présidence, ça n'a pas d'intérêt public. Mais on a entendu quand même un conseiller qui disait qu'il n'a pas de salaire. Je fais allusion à Papa Koli Kourma, par exemple. Est-ce que ce n'est pas juste une certaine image que le président veut envoyer vers ces personnes, comme vous l'avez dit, les contenter simplement, mais après, ce n'est pas une saignée financière quand même pour... Non, c'est une saignée financière. C'est que Papa Koli disait, mais il se contredisait carrément. Papa Koli qui disait qu'il n'avait pas de salaire. Oui, mais c'est ce que dit Sidi Touré également. Il y a le salaire, il y a également des primes que vous recevez. Des fois, les primes dépassent même le salaire. Alors, franchement, c'est là aussi. Quand les ministres du gouvernement vous disent, par exemple, notre salaire c'est 7 millions, 6 millions, des ministres d'État 8 millions, mais le budget de fonctionnement des carburants vont jusqu'à, en tout cas, 150 millions, 200 millions, 300 millions. Alors, quand on parle de salaire de 7 millions comparativement au carburant où on vous parle de 150, 200, 300 millions, vous préférez quoi? Moi, je préférais alors la prime. C'est là, franchement. Il faut aussi préciser il faut aussi préciser que le cas Papa Koli Kourma est tout à fait particulier. Le Papa Koli, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus présent aujourd'hui dans l'opposition. C'est maintenant. Mais pendant que Papa Koli le disait, il restait, et il n'avait jamais démissionné, et il partait à la présidence quand il disait. Mais lui aussi n'est pas irréprochable, d'autant plus qu'il n'a jamais pris la décision sur lui de démissionner. Ouais. Ben, il fallait plutôt, si vraiment il sait qu'il ne compose plus avec le professeur Alpha Condé, rien ne lui coûtait vraiment de démissionner. Et vous avez utilisé une expression qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le contentement. Je ne sais pas si c'est comme si Alpha Condé a peur des Guinéens, ou en tout cas il est en train de préparer quelque chose. Mais pourquoi on chercherait à contenter les gens? Si vous savez, si vous êtes convaincu que tel n'est pas bon, enlevez-le. Et une fois que vous l'enlevez, mettez-le à la touche, oubliez-le. Amenez celui qui est bien. Parce que j'aime beaucoup l'adage qui dit que... C'est qu'il ne veut pas faire beaucoup de frustrés aussi. Il a des ambitions politiques. Il a des ambitions politiques. C'est pourquoi Kourouba parle de contentement. Et j'aime beaucoup l'expression qui dit que le nouveau... ce n'est pas ce qui vient après l'ancien, mais ce qui est meilleur à l'ancien. Ouais. Et justement, est-ce que nous sommes dans cette situation? Est-ce que ceux qui sont là sont meilleurs à ceux qui sont partis? Non, pas du tout. Je ne le dis pas. Quand je prends un cas au carré qui avait beaucoup de projets d'innovation à apporter au niveau de l'éducation nationale, le monsieur n'a même pas fait il a fait juste 14 mois. Le tiers de ce qu'il avait vraiment comme background des innovations à apporter à ce département. Il est parti. Je ne dis pas que Damanta aussi. On amène un tocard à sa place. Voilà. Non, attention. On ne peut pas le qualifier de tocard. Non, son passé le prouve de ça. Ce qu'il a fait à l'abbé, c'est qu'il a fait à l'abbé. Moi, je ne veux pas qu'on fasse une fixation par rapport à un ministre. Voilà. Attendons le nombre de mois. Attendons qu'il fasse le nombre de mois que Kao Carré a passé au niveau du ministère de l'enseignement technique. Parce que, vous savez, le ministre dans un département, oui, on ne voit que lui. Mais il y a des cadres. Il y a son alentour. Il y a des gens qui travaillent. C'est toute une machine cachée qui est là, qui fonctionne. Lui, il n'est que vraiment quelqu'un qui vient pour s'exprimer en face. Il y a des initiatives personnelles également. Voilà. Attendons que M. Mori Sangaré aussi passe 14 mois à la tête de ce département. En ce moment, on pourra faire pour qu'on puisse faire vraiment la comparaison. Moi, je voulais juste dire qu'avec ce décret, il y a un geste politique, vous l'avez dit. Au-delà de contenter les gens, Alpha Condé ne veut pas avoir trop de frustrés. C'est extrêmement important. Politiquement, c'est bien réfléchi. Moi, j'ai dit politiquement, c'est correct parce qu'aujourd'hui, on est à quelques mois d'une échéance électorale, c'est-à-dire à partir du premier trimestre de 2019, il y aura des élections, comme le dit la Constitution, la nouvelle loi électorale. Mais c'est clair, vous savez qu'il a eu une expérience amère avec Jean-Marc Telano, avec Makanera, qui ont été des bavards dans son gouvernement, qui ont été des gens qui ont voulu changer la planète. Et malheureusement, quand ils ont été débarqués, à la semaine près, ils sont allés rejoindre l'opposition. Alors qu'Alpha Condé a un objectif, a une ambition politique aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il cherche, qui n'a pas été encore officiellement déclaré aux Guinéens, mais il a des ambitions. Il cherche quoi? Est-ce que c'est pour chercher un troisième mandat? Est-ce que c'est pour préparer un dauphin? Quelqu'un qui soit là pour le remplacer dignement? Donc je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de la sérénité dans son camp. Il a besoin que les gens qui vont quitter le gouvernement soient encore... Je m'excuse, il a besoin encore des gens avec lesquels il va tisser le bon coton. Donc, il a plus besoin d'amis
que d'adversaires aujourd'hui politiques. Donc je pense que c'est pourquoi il fait appel à ces gens, comme Koloba le dit, c'est un garage où on doit remorquer les gens pour simplement l'éviter qu'ils soient sous le soleil et sous la pluie. Ça m'amène à poser une question. Et je prends le cas spécifique de l'ancien ministre de la Communication, qui est devenu aujourd'hui ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État. Politiquement, qu'est-ce que Rachid Ndiaye peut apporter à Alpha Condé? Mais écoutez, à Rachid Ndiaye qui ne revienne encore à la présidence, il était à la présidence d'ailleurs comme conseiller. Il conseillait le président avant qu'il ne soit ministre d'État. Donc il conseille le président, donc il revient à la maison. Donc lui, ce n'est pas... Chez moi, c'est pas un étonnement. Je savais qu'il allait revenir. D'ailleurs, il y a des liens très proches, en tout cas, de famille entre le chef de l'État avec le ministre Rachid Ndiaye. Donc, je pense qu'ils sont trop liés, ils sont beaucoup liés. Donc, Rachid Ndiaye, je ne m'étonnais pas qu'il allait revenir. Je sais qu'il allait revenir. Peut-être, qu'est-ce qu'il va faire de Dame Aïssatou, même si on sait que dans son domaine, elle est experte, mais qu'est-ce qu'il va faire d'Aïssatou alors que déjà dans son équipe, avec cette panoplie de conseillers, il y a des conseils qui lui donnaient certaines pistes par rapport à l'environnement, sur les questions environnementales. Donc je pense qu'aujourd'hui, il le fait plus pour garder les gens par devers lui, pour éviter que les gens qui le connaissent déjà ne puissent pas faire comme l'ont déjà fait Jean-Marc Tirano et Arsène Makanera Kake. L'autre point, au-delà d'amener des gens à se rebeller contre le président, mais quand vous êtes à la présidence déjà, c'est-à-dire que si vous êtes ministre conseiller à la présidence, vous avez un pied dans le gouvernement, c'est-à-dire que vous avez une autre chance de devenir ministre dans le gouvernement. C'est-à-dire, l'exemple le prouve déjà, la plupart des ministres qui ont été limogés dans le gouvernement, je veux parler de gouvernement propre, peut-être pour utiliser l'expression, le gouvernement A, c'est-à-dire que dirigé par Kassouri ou alors qui avait été dirigé par Mohamed Saïd ou alors Mamadi Oula, ceux qui ont été limogés dans ce gouvernement rappelés à la présidence, certains ont eu la chance de revenir. C'est le cas par exemple du ministre d'État, par exemple, même s'il n'avait pas été dans le gouvernement, mais il était quand même ministre conseiller à la présidence. Il a eu toutes les chances également de revenir dans le gouvernement maintenant qui fonctionne normalement. C'est le cas de Tibou. L'autre conseiller, l'actuel ministre de l'administration du territoire. Je crois même Bantama Sow, merci. Oui, Bantama, quand il avait été limogé, il a été ministre conseiller à la présidence et il est revenu. Ouais. Il est revenu dans le gouvernement. C'est le cas également de l'actuel ministre du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bougoulma Condé. Je me rappelle, il m'avait trouvé à Farana quand il y avait eu cette histoire de serpent entre Marie Kenneth et le fameux gouverneur et autres, en tout cas le bruit des jeunes manifestants du RPG Arc-en-Ciel à Farana. Bougoulma Condé était venu là, en ce moment il était ministre conseiller. Alors quelques jours après ou quelques semaines après, il a eu la chance également de revenir au gouvernement. Je ne sais pas si ça a été le même cas aussi pour Ibrahim Kourouma. Voilà, également, Ibrahim Kourouma était toujours ministre conseiller à la présidence. Après, aujourd'hui, il est revenu également ministre de la ville. Donc, c'est pratiquement. Donc, toutes les personnalités, tous les ministres qui ont la chance de bénéficier de ces décrets, c'est dit, tiens, ok, c'est comme si vous avez passé un premier examen, le second, vous avez toutes les chances déjà de revenir. C'est un peu ça. Mais en réalité, tout ça, on se demande aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça a commencé depuis hier, des journalistes qui se donnent le plaisir de poser la question à leurs confrères, question pour un champion, dites-moi quel est le nombre de conseillers qu'a le président Alpha Condé depuis 2010. Je crois que personne aujourd'hui ne peut déterminer le nombre de conseillers qu'Alpha Condé a depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Le garage, il est tellement archi-combre aujourd'hui qu'on peine même à trouver certaines pièces qui... Il y a même des étrangers. Jacques Diouf, par exemple. Et cela, c'est dommage par rapport... C'est là où que le gouvernement, j'utilise cette expression, le gouvernement se moque franchement, et Alpha Condé se moque des Guinéens. Quand les syndicalistes revendique une amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, notamment des enseignants et autres, on sort par la petite fenêtre pour dire qu'on n'a pas d'argent, alors que selon en tout cas les responsables des députés ou alors d'autres économistes, il semblerait qu'il y a plus d'1 milliard englouti que la présidence, le gouvernement BIS utilise par jour, je dis bien plus d'1 milliard, et ça fait que par an on parle de 4 000 et quelques milliards de francs guinéens. On augmente le nombre de la charge à la présidence et des fois les postes sont doublés, vous avez des fois des ministres conseillers dans 2 ministres conseillers dans un seul domaine, pratiquement Et d'ailleurs, ce qui est dommage en la matière, les conseils ne sont pas parfois appliqués. Donc on se demande pourquoi l'on appelle à des conseillers. Pour illustrer ce que je suis en train de dire pour terminer, c'est dans le domaine de l'éducation par exemple. C'est dans le domaine de l'éducation. Kourouma a parfaitement raison, parce que c'est pour quel résultat? On se pose la même question aujourd'hui. Si ces ministres conseillers là apportaient vraiment un résultat,
tangibles, palpables, peut-être on aurait cautionné. Est-ce que ce sont les ministres qui n'ont pas de solution? Je dis plutôt les ministres conseils, c'est le président plutôt qui ne suit pas les conseils, là, qui n'applique pas les conseils. Dans le domaine de l'éducation, il y a eu cette commission qui a travaillé, mais au-delà de cette commission, il y a aujourd'hui plusieurs conseillers dans le domaine de l'éducation. Je ne parle pas de Yoro, le monsieur là, Bano s'occupe spécifiquement de l'enseignement supérieur. Il y a un autre monsieur également qui s'occupe de l'éducation nationale, mais en réalité déjà, quand on parle d'éducation, enseignement supérieur, éducation, c'est pas en face à l'université, mais après les recommandations ne sont pas appliquées parce que cette commission avait travaillé pour fusionner les 3 départements pour en faire un seul département, mais ça n'est pas le fait. Cela n'a pas été fait aujourd'hui. C'est dommage en réalité pour la On attend les lettres de mission spécifiques qui doivent être attribuées à ces ministres. Si vous venez de nous prendre en marche, 4 ministres du gouvernement sortant ont été rappelés hier à la présidence par un décret. Il s'agit de Rachid Ndiaye, ex-ministre de la Communication, nommé ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État. Damanta Albert Kamara, ex-ministre de l'enseignement technique, nommé ministre conseiller. Aïssatou Baldé, ex-ministre de l'Environnement, également ministre. Aïssatou Baldé, ex-ministre de l'Environnement, nommé ministre conseiller également. Et Abdourahmane Diallo, ancien ministre de la Santé, lui aussi qui devient ministre et conseiller. Nous allons poursuivre cette émission sans transition. On s'attaque au second sujet de cette émission. Le collectif des avocats des victimes du 28 septembre était hier face à la presse. Beaucoup de choses ont été dites. Vous vous rappelez que la semaine dernière, il y a eu un comité qui a été mis en place pour la recherche des financements afin qu'on puisse passer maintenant à ce procès tant attendu par les Guinéens. La nouveauté, c'est que ces crimes ont été réqualifiés. On parle maintenant des crimes ordinaires, ce qu'a rejeté catégoriquement le collectif des avocats des victimes du 28 septembre, mais également il souhaite la comparution de capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte militaire, mais également Sekouba Konaté, président de la transition. Nous vous invitons tout de suite à suivre le compte rendu de notre envoyé spécial, notre reporter qui était hier à la maison de la presse. Il s'agit de la mise en place du comité de pilotage le vendredi dernier qui a été salué par le collectif des avocats des victimes des massacres du 28 septembre 2009. Ce comité aura pour mission la recherche des ressources financières pour l'organisation du procès puis l'indemnisation des victimes. Cette avancée est hautement appréciée par le collectif. Maître Hamidou Bari. En tant qu'avocat, c'est un acte que nous avons salué et les victimes aussi ont salué cet acte-là. Le collectif se dit être vigilant malgré la mise en place de ce comité. C'est pourquoi il souhaite la tenue d'un procès juste et équitable, souligne le porte-parole. Lorsque nous parlons d'un procès inclusif, nous voulons un seul procès en Guinée, procès dans lequel il y a le capitaine Moussa Dadis Camara, il y a le général Sekouba Konaté et tous les inculpés qui se trouvent ou accusés qui se trouvent en Guinée. Les massacres du 28 septembre 2009 ont été requalifiés en décembre 2017 par les juges comme étant des crimes ordinaires, alors que cet événement malheureux a été qualifié de crime contre l'humanité selon le rapport international des enquêtes des Nations Unies. Une requalification qui rejette le collectif par la voix de Maître Hamidou Bari. Nous n'accepterons jamais qu'on qualifie les événements du 28 septembre comme étant des crimes ordinaires. Ce sont des crimes contre l'humanité parce que ça porte sur une population civile. Ça a été une attaque et en connaissance de cause généralisée. Donc on ne peut pas nous dire que ce sont des crimes ordinaires. Le collectif souhaite la tenue du procès en Guinée, ce pour, disent-ils, contribuer à la lutte contre l'impunité dans le pays. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. À l'instant même, Mamadou Kouyaté, notre reporter qui était du côté de la maison de la presse, il faut rappeler que ces événements ont coûté la vie à plus de 150 Guinéens, des centaines de femmes violées, mais des blessés également. On parle également des portés disparus selon un rapport de l'ONU en 2009. Alors, chers experts, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'amuser la galerie par rapport à ce procès? Non, je ne pense pas que c'est vraiment c'est un amusement de galerie. Vous-même, vous venez de donner le bilan. Plus de 150 victimes au stade du 28 septembre. Et je pense que les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger. Donc, il ne faut pas... je sais pourquoi vous posez cette question, amusement de galerie, c'est parce que les gens sont en train de se focaliser sur des petites... Je suis pessimiste à la tenue de ce procès. Justement, on va jusqu'à créer des petites expressions juste pour divertir les gens, alors que l'essentiel c'est la tenue du procès. Et réqualifier ou qualifier, de toute façon, il y a eu plus de 5 crimes. Maintenant, que ce soit contre l'humanité ou contre qui,
un crime contre des Guinéens, c'est un crime contre l'humanité, même si on veut appeler cela, même si on appelle cela crime ordinaire. Je ne sais pas pourquoi le mot ordinaire est venu et qui d'ailleurs, cette idée est venue de qui? Est-ce qu'il s'agit de minimiser ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui ne peut d'ailleurs pas être minimisé? Là, à partir du moment où il y a une victime, ne serait-ce qu'une seule victime, vraiment, on ne peut pas qualifier cela d'ordinaire. Donc qu'il sorte de cette, je dirais même entre griffes mamaya, et qu'on aille au procès et qu'ils mettent des bouchées doubles pour que les deux. J'ai écouté cet avocat qui a appelé, qui a exigé la comparution de Dadis et de Sekouba Konaté. Moi je pense que c'est d'ailleurs des points sur lesquels il devrait vraiment tenir pour que ces deux personnalités, parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est inimaginable de tenir aujourd'hui ce procès sans la présence de Dadis, sans la présence de Sekouba Konaté. C'était les deux ténors comment on appelle ça, du CNDD. Et de l'autre côté, Maître Cheikh Sako le rappelait à un moment donné ici, les gens, dès qu'on dit massacre du 28 septembre 2009, on ne voit que Dadis, on ne voit que Sekouba Konaté. Or, il y a ceux qui ont convié ces jeunes au stade, c'est-à-dire les opposants, les organisateurs de l'événement. Et il vous souviendra, Malik, que à l'époque, le ministre des Sports, c'était M. Istokera, avait refusé d'ouvrir, disons, le stade. Le stade était barricadé, ils sont allés, ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés à l'intérieur du stade. Et juste tout cela m'amène à dire que ce procès ne se limite pas seulement à ses parents des victimes et puis à Dadis, Sekouba Konaté et puis c'est fini. Non, il y a aussi ces opposants qui ont convié tout ce beau monde là-bas. Il y a d'autres ici qui ont des postes qui ne sont pas inquiétés et qui sont cités dans ce dossier-là. Toumba a été extradé de Dakar jusqu'à Conakry. On ne sait même pas quelle est aujourd'hui sa situation parce qu'on n'en parle que très peu. Et je me dis, s'il cherche vraiment à encore des atermoiements ou en tout cas à retarder encore ce procès, ça n'ira qu'à l'encontre encore de la Guinée. Alors, Koloba Koyevogi, vous croyez à la tenue de ce procès maintenant avec toute cette évolution, la mise en place d'un comité de pilotage pour la recherche des financements, mais également ce qui va suivre l'indemnisation des victimes, mais également quand on parle de réqualification quand même? Bon, c'est pas quand vous dites maintenant, est-ce que vous voulez dire au cours de ce mois de juillet 2018 ou 2020 ou 2025 quand Alpha Condé ne sera pas là? Oui, je suis pour cette option. Quand Alpha Condé ne sera pas là. Oui, parce que Maître Cheikh Sako, il est devenu le véritable l'autre image d'Alpha Condé, c'est-à-dire l'homme, Monsieur Promesse, le trophée de la promesse. Non mais quand même, il bouge, laissez ça, franchement, il avait dit quoi? On se souvient de ce discours. On se souvient de son discours quand elle, à la veille de 2017. Cheikh Sako avait dit quoi? Tout le monde, tous les journalistes en tout cas avertis, ont su quand même qu'il avait déclaré, ont écouté cette déclaration de M. Sako qui disait que le procès devait se tenir en 2017. On est maintenant en 2018 là pratiquement. Et 2018 on est pratiquement, on a mis 2018 là. Vous pensez que c'est purement politique? On est à 6e mois 2018, c'est-à-dire il a tenu sa déclaration à la veille de 2017. Ça fait 1 an et demi que ce procès n'est pas encore organisé. Alors qu'on cesse un peu de faire tout ce bruit inutile. En tout cas, je dis bien aux Guinéens très avertis, tant qu'Alpha Condé est au pouvoir, ce procès ne sera pas organisé. Ça va très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la fois, vous avez écouté Yomba, qui était l'avocat de Toumba, sa déclaration qui incriminait ou alors qui citait entre griffes, il a estimé que le président avait certaines informations qui devaient également être écoutées. Voilà, c'est le mot qu'il a utilisé, que le président doit être écouté dans ce dossier. Alors, est-ce que vous pensez que celui-là qui organise le procès, s'il n'y a pas de volonté politique, pour moi, aujourd'hui, c'est l'expression qui s'y a la matière. Mais ça, c'est du connu. Vous permettez que j'aille au bout de ça peut être un point de vue, moi je ne peux pas être d'accord. Oui, non, je ne dis pas pourquoi vous soyez d'accord. Non, je vais répondre juste à Makissa qui pense que c'est connu de tout le monde. Voilà. À l'époque, son parti était représenté. Je veux vous dire, ce que d'autres Guinéens ne savent pas, Maître Yomba, ce n'est pas un simple avocat dans ce pays. C'est lui-là qui avait défendu Alpha Condé
quand il était dans cette histoire que vous connaissez tous là. Donc Yomba, il sait de quoi il parle. Quand il dit que Alpha Condé doit être écouté. Non, moi je ne prends pas avec. Vous ne prenez pas avec. Oui, en toi, en tant qu'analyste, c'est un point pour moi clé. Quand il demande que. On peut analyser, mais. Oui, c'est normal. Estimer comme si c'était la parole de l'évangile. Non, je ne dis pas que c'est une parole. Ce qu'il dit, c'est un avocat. Malik, si vous me permettez, je ne dis pas. Aujourd'hui, il défend Toumba Diakité, mais est-ce que vous pouvez remettre en cause quand même la participation de Toumba? Si vous pouvez me permettre, encore une fois, mes propos sont clairs. Ça ne veut pas dire écoutez M. Alpha Condé, ça ne veut pas dire M. Alpha Condé est accusé dans ce dossier où il est auteur. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et encore une fois, quand un avocat à la trame de Maître Yomba dit cela, il en sait quelque chose. Voilà, franchement, ce n'est pas vous et moi, on n'est pas au cœur de ce dossier. On est des journalistes. Oui, il y a certains paramètres qui nous échappent. Alors, quand un avocat, et surtout, il n'est pas l'avocat, il n'est pas l'avocat. Il est l'avocat. Et finalement, je veux juste qu'on se comprenne par rapport à ce statut d'avocat que vous voulez faire comme si c'était une surenchère. Non, pas du tout. Non, justement, il est avocat. Mais cela ne veut pas dire que ce que tous les avocats disent que c'est la réalité. Parce qu'on a vu, sinon aucun avocat ne va perdre un procès. Non, pas du tout. Je ne le dis pas encore une fois. C'est quoi que mes propos sont clairs davantage. Ça ne veut pas dire que c'est quand vous dites que nous, on n'a pas notre main dedans, on ne connaît pas le dossier, il connaît le dossier plus que nous. Je veux comprendre. Non, c'est juste pour aider. Encore une fois, mes propos sont clairs. Ça ne veut pas dire que ce que l'avocat a dit est faux ou vrai. Mais je veux juste que nous prenions de la distance, que nous regardions jusqu'au plus loin que le bout de nos nez, c'est-à-dire qu'on connaît certains paramètres pour étudier. Je ne dis pas que ce que l'avocat a dit est vrai ou pas tout comme. Mais je pense que s'il l'a dit, c'est en connaissance de cause. Et d'ailleurs, il a démissionné dans le cadre de la défense de Touba pour de bonnes raisons. Nous connaissons tous, il était l'avocat, en tout cas l'un des avocats qui défendait Touba dans ce dossier. Oui, mais moi je veux comprendre que ce n'est pas de l'extraordinaire. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi Dadis n'est pas rentré? Dadis a toujours exprimé le désir de rentrer au pays pour se défendre, en tout cas pour dire ça n'a pas de vérité dans ce dossier. Mais le pouvoir en place ne l'a pas fait, ou alors si le pouvoir ne s'est pas opposé, mais le pouvoir en place n'a pas mené des actions pour que Dadis revienne au pays. Alors s'il y avait une volonté manifeste pour que ce dossier avance, pourquoi l'on ne favoriserait pas le retour de Dadis, qui est un pion, ou alors je veux dire, qui est un pouvoir essentiel dans ce dossier-là. Alors cette volonté politique, elle est où? On fait semblant que le gouvernement veut aller au procès, et celui-là qui est acteur principal ou presque de ce dossier dit carrément je veux aller en Guinée, je veux me retourner en Guinée pour me défendre, pour dire ma part de vérité dans ce dossier. On le refuse. Et si on ne le refuse pas, mais on l'amène pas. Alors ça veut dire quoi carrément? Quand cesse carrément de faire on est en train de nous distraire par rapport à cette communication, et on veut ceci, on fait comité. Donc ça ne veut rien dire. En résumé, vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas ce procès tant qu'Alpha Condé est au pouvoir, ça n'aura pas. Votre réaction par rapport à cette sortie du collectif des avocats des victimes du 28 septembre? Écoutez, je suis un homme déçu de voir qu'il n'y a pas une volonté réelle pour qu'il y ait un procès juste et équitable. Parce qu'un projet juste et équitable, il faudrait que toutes les parties prenantes soient là, s'expliquent, que chacun donne sa version des faits, et que l'intelligence puisse permettre de faire la différence et savoir qui a raison, qui n'a pas raison, qui a menti, qui n'a pas menti. Mais aujourd'hui, faire ce procès sans Konaté, qui d'ailleurs n'a pas été entendu. Si, il y a procès même. Non, je donne un exemple. Qui n'a pas été entendu. Alors qu'au moment des faits, il était le ministre de la Défense nationale, censé connaître la mobilité des hommes en uniforme. Celui-ci a refusé carrément de se prêter aux questions de pool d'avocats. Dadis, peut-être, il a accepté d'écouter les avocats. Il y a de la bonne foi. Certes, il a voulu venir, il n'a pas eu la possibilité de venir. Je pense que de ce côté encore, il n'y a pas la volonté politique pour qu'il y ait un procès juste et équitable. Alors, on minimise le fait de requalifier les faits. C'est extrêmement grave. Parce que quand vous requalifiez les faits, ça veut dire qu'on diminue les charges, on diminue la peine. Pour un crime contre l'humanité, si vous devrez prendre 50 ans pour le mettre d'une seule personne, quand les faits sont requalifiés, on divise par 2. Ou à un tiers même des sanctions. On peut même exclure certaines personnes. On permet aux personnes d'être sanctionnées à des peines où ils seront encore libres à moins de 5 ans ou à moins de 10 ans. Pourtant, tuer 150 personnes, violer les femmes, faire... ces 150 personnes, c'est des gens qui sont connus, qui sont répertoriés. Il y a plus parce qu'il y a des disparus. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui vivent dans les traumatismes. L'État a été incapable d'accompagner ces victimes qui sont connues, qui ont accepté de se montrer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la volonté de rétablir la justice? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la volonté de rétablir la vérité? J'ai dit non.
c'est du folklore avec Maître Cheikh Sako. Il fait du semblant. Ce n'est pas un procès qu'on veut organiser. L'annonce a été faite depuis combien d'années? Et quand on regarde l'avancement du dossier, parfois on dit il y a du sérieux. Le fait de mettre en place ce comité, ça ne veut pas dire qu'il y aura le procès demain. Parce que le comité est mis en place pour rechercher les voies et moyens pour un procès équitable. Il faut d'abord rechercher de l'argent, il faut rechercher la matière grise. Donc ce comité-là est là pour faire un travail d'abord préparatoire. C'est la case de départ d'ailleurs. C'est comme si durant tous ces années, on ne cesse d'amuser des Guinéens. Si Alpha Condé ne veut pas organiser ce procès, tant mieux. Parce que lui-même, il devait s'expliquer devant la justice. Quand Motiyomba insiste qu'il parle, c'est Alpha Condé qui a dit qu'il a des informations. Personne ne l'a informé. Il dit qu'il a des informations. Donc si lui-même il dit qu'il a des informations, qu'il accepte, qu'il a le courage de venir devant ce pôle de justice pour donner des explications. Mais quelle information? Oui, c'est ce qu'on a envie de savoir. Est-ce que c'est même pas pour distraire? Il n'était pas là, il n'était pas au pays. Parce que, attention, le fait qu'il ne soit pas là, on a vu Dadis dans sa déclaration, qui a dit que lui, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui a tout planifié de loin, mais qui est resté aux États-Unis pour laisser les gens là commettre des erreurs et pour laisser l'armée foutre le bordel. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucunement la volonté politique d'organiser ce procès à temps. Encore moins, il n'y a pas la volonté politique d'organiser un procès juste et équitable. Donc, le fait de mettre en place ce comité de suivi, c'est du folklore, c'est du théâtre, c'est un scénario du président Alpha Condé. Et le fait de requalifier les faits, c'est encore davantage plus grave. Pour saper la la mémoire des victimes. Et moi, aujourd'hui, je suis triste de voir encore la CPI encore porter confiance à cette justice qui fait du théâtre dans ce dossier. L'autre dossier, l'autre danger, il se trouve que la composition actuelle de la classe politique guinéenne, ce sont les mêmes personnalités qui, de près ou de loin, comme Macky Sall le disait, qui sont des organisateurs de cette marche qui a finalement été marquée par le massacre. Et dommage surtout où on s'est foutu de ces jeunes manifestants. Quand je vois des jeunes, quand l'opposition appelle à des manifestations, c'est normal de manifester, mais parfois, quand l'opposition, des jeunes en suivent bêtement parfois certains leaders, il y a lieu de réfléchir. Ce sont des jeunes, ces messieurs-là, qui ont pris également leur indemnisation 2 milliards chacun, au détriment des victimes. Je fais allusion à Sidia Touré, je fais allusion... 2 milliards et demi pour leur indemnisation dans ce massacre du 28 septembre, parce que, dit-on, ils ont été blessés, leur voiture vandalisée. Alors, ils ont été indemnisés par l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré. Alors, il était le Premier ministre de la Transition. Il les a donné 2 milliards et demi. Sidia Touré, le président de l'UFDG, celui d'Alain Diaro, et l'autre, le troisième, là. Mouktar. Mouktar également. Donc, c'est un peu ça, alors que l'indemnisation devrait être faite au terme du procès. C'est-à-dire que les gens, déjà, ils ont leur indemnisation, ils ont empoché l'argent, ils ont mangé, et puis, tant pis, pendant ce temps, il y a des femmes, des mères de famille violentées. Donc, ce n'est pas que Alpha Condé qui ne veut pas que ce procès se suive. C'est extrêmement important. Ce n'est pas que le président de la République. Ce procès pourrait ne pas se tenir même dans 2050. Pourquoi? Parce que la configuration actuelle, je le disais, de la classe politique, au terme de 2020, si M. Alpha Condé dit aux Guinéens ce qu'ils veulent attendre, ne se présente pas aux élections, qu'on organise les élections, et que Sidia Touré vienne au pouvoir, ou alors Cellou Dalein Diallo, ou alors l'ancien côté, je ne sais pas qui pourrait venir, et le monsieur là, indirectement ou indirectement impliqué dans ce dossier, pensez-vous qu'il y aura cette haute volonté manifeste d'organiser ce procès, d'autant plus que ce que Cellou a fait en prenant cet argent sans attendre le procès, je pense que c'est immoral de mon point de vue, et que ce que Sidia également a fait, en réalité, on est au piège de nos politiques, rarement. Il faut qu'il y ait une action aujourd'hui de renouveler la classe politique aujourd'hui, mais très sincèrement, de part et d'autre, pour des questions parfois d'intérêt communautaire, qui que ce soit, quand vous êtes Keita ou vous êtes Diago, vous vous présentez, même si vous avez les mêmes projets, malheureusement, vous avez toutes les chances. Ce qu'il faut regretter dans tout ça, c'est que personne n'a pensé à mettre une stèle en place en la mémoire de ces victimes. Chacun de ces leaders-là, chacun de ces victimes-là, qui a réussi en tout cas les 2 milliards et demi à empocher son argent, en tout cas à en faire son argent, ce qu'il voulait, sans passer à ses victimes. Et imaginez, du côté de la classe de l'opposition,
on organise toutes les marches ici. Il n'y a pas ce qu'on ne fait pas ici. Mais on n'a jamais exigé la tenue du 28 septembre. Vous n'entendez jamais qu'on a mis une pression sur le pouvoir ou sur le ministère de la Justice ou sur le ministre de la Justice pour vraiment accélérer le dossier de la CPI parce que. Mais ils ont reçu le ticket du silence. Ce ticket-là, c'est les 2 milliards qu'ils ont reçu. Ouais. C'est l'a reçu, s'il a reçu, tout le monde a reçu. Donc pourquoi alors ils vont discuter? Parce que quand vous partez en procès, c'est pour qu'il y ait réparation. Mais bien sûr, vous êtes réparé avant le procès. Mais pourquoi aller en procès? Ils ne vont jamais exiger qu'il y ait ce procès-là. Parce que celle a fait semblant ici pour dire que quand il a son argent, quand celle lui dit que quand il a eu son argent, lui il a orienté l'argent pour les victimes, il a même créé une fondation, c'est pas une soi-disant fondation ou une structure qui est là pour gérer cet argent. Mais on a vu les gens, personne n'a dit j'ai bénéficié de quelque chose. Et la présidente l'a vu pas, l'a dit carrément, elle est mieux placée pour du moyen. Et ironie du sort, celle où a signé alliance en 2015 avec son bourreau ou le bourreau de ses militants, selon ses propres dits, parce qu'il a souvent accusé Dadis d'être le commanditaire du massacre. Et celui qui signe l'alliance avec, c'est-à-dire que nos politiques parfois quand tu le vois la prestation, quand tu prends de la distance pour analyser la prestation, tu as mal à la tête. Aujourd'hui, en un mot, la seule solution, c'est que la CPI se saisisse de ce dossier. Parce que si c'est la Guinée qui doit faire ce procès, comme Kouliba l'a dit, même en 50 ans, il n'y aura jamais ce procès-là. Et ce qu'il faut ajouter. Et c'est bien qu'on puisse faire du scénario pour faire un procès. Pour contenter les gens. Et puis pour dire, comme ils l'ont fait avec l'histoire c'est pas des journalistes. Ils vont dire encore, bon, il n'y a rien. Les narcotrafiquants, on a arrangé et puis on les a dit, bon, il n'y a pas de procès. Voilà. Finalement, il n'y a pas eu de délit. Et très malheureusement ou heureusement, la CPI continue toujours à croire quand même aux juridictions guinéennes. Merci à tous d'avoir été de nous. C'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Avec le même plaisir, on vous donne rendez-vous demain quand il sera 9h05 pour vous servir un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.